Yvon, vous avez fait aussi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique avec ces 3 fréquences 80. L'interaction en téléphonant au 03 14 03. Donc, nous allons commencer avec nos informations. Pour ce qui concerne l'actualité en Martinique, nous avons retenu la fin de la grève des transports publics. Et ensuite, pour l'international, un plan d'indemnisation des victimes sud-coréennes. Vous allez voir que c'est important. Et enfin, en partie des constructions, nous allons revenir sur l'idée qui est développée assez régulièrement que ceux qui ne se mobilisent pas sont responsables de la non-résolution des problèmes. Donc voilà pour le programme. Nous avons l'enseignement voilà. Et donc, la grève des transports, de les transports publics. Dimanche dernier, nous avions fait promesse à une auditrice qui avait fait part des difficultés des usagers pour revenir sur cette question. Et justement, la grève, le conflit qui durait depuis 3 semaines, et où les techniques de transport étaient bloquées, ce conflit-là s'est terminé. L'entreprise qui était à la base du mouvement social et Martinique Transport ont trouvé un terrain d'entente, un accord a été signé le jeudi 16 janvier, et donc les lignes ont repris du service. Mais cette question-là, qui est récurrente de la grève dans les transports publics, est l'occasion régulièrement que les usagers expriment, entre guillemets, leur ras-le-bol, dénoncent le fait qu'ils sont pris en otage. Et cela est bien entendu entretenu par tous ceux qui sont opposés aux revendications syndicales. Alors, c'est pour cela que nous pensons qu'il faut que nous réfléchissions en profondeur sur cette question, parce que chaque fois qu'il y a des grèves, cette thématique-là revient, prise en otage. Il faut que nous comprenions que le terme, le concept de prise en otage, qui est apparu il y a quelques dizaines d'années, a été concocté par les représentants des capitalistes comme moyen de lutter contre la mobilisation des travailleurs et le soutien qu'ils pouvaient avoir chez les usagers, dans la population. C'est quelque chose de réfléchi. Ils ont des psychologues, des communicants qui disent bon, comment on va détruire la possibilité de lutter syndicalement. Ah oui, ce n'est pas seulement la prise en otage. On ne parle plus de licenciement, on parle de plan social, on ne parle plus de salariés, on parle de collaborateurs. Donc il y a un travail qui est fait pour que les gens ne voient pas les dessous de la lutte de classe fondamentale qui se manifeste à travers les grèves. Alors, la première chose, le premier principe, que tout travailleur, tout usager qui est victime, qui a des difficultés liées à un mouvement, le premier principe qui doit prévaloir, c'est de dire, est-ce que quelqu'un fait grève pour emmerder des gens, ou bien parce qu'il est fainéant, parce qu'il ne veut pas travailler, parce qu'il veut perdre des journées de salaire sans raison, oui ou non? Une fois qu'on a répondu à cette première question, on commence déjà à dire attention. Parce que personne, mais vraiment personne, ne va organiser une grève dans des temps qui courent, où on a tellement de difficultés d'avoir un salaire correct, pour pouvoir payer ses factures, etc. Une section ne veut pas dire, bon, nous sommes des emmerdeurs, des terroristes qui prennent en otage, donc on fait une grève pour mettre les usagers. Ça n'existe pas. Et personne non plus ne va faire une grève parce qu'une direction syndicale a dit rejoins en grève. Si les gens n'ont pas effectivement un problème fondamental, une difficulté à surmonter, même si un dirigeant syndical dit rentre en grève, je ne vais pas rentrer. Donc ça, c'est une première constatation à faire. Donc si les gens font grève, c'est vraiment parce qu'ils sont à bout. Et pourquoi sont-ils à bout? Est-ce que nous devons leur reprocher de nous prendre en otage parce qu'ils sont à bout,
et qu'ils veulent régler le problème. Est-ce que nous n'en trouvons pas des vrais responsables? En général, c'est parce que les situations que les travailleurs vivent sont absolument infernales. Il y a le mépris de l'encadrement, le plus souvent des insultes, parfois le racisme, puisque la plupart des grands employeurs ici sont français. Il y a le mépris de le quotidien, la façon de s'adresser. Il y a les conditions de travail qui sont de plus en plus dures, le temps de travail, la charge qui est employée, le stress que ça provoque, les maladies du dos, tout cela qui pèse sur les gens, qu'il faut qu'à un moment, il faut qu'ils disent arrêtez. Et il y a des négociations qui sont prévues. Quand on va en des négociations, les représentants des capitalistes, les représentants des grandes entreprises leur disent non, point. Ah non, 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 la conjoncture n'est pas bonne, etc. On licencie les meneurs, entre guillemets, on fait traîner les négociations. Donc, la deuxième question à se poser pour les gens qui condamnent les grévistes, soi-disant preneurs d'otages, est-ce que pourquoi je n'ai pas de problème, je dois demander à des gens de continuer à souffrir, à supporter le mépris, à supporter des conditions de vie infernales, oui ou non? Donc, si je réponds humainement à cette deuxième question, mais je ne peux pas dire aux gens continuer à assurer mon service parce que c'est ce qui est plus important et vos problèmes, ça ne m'intéresse pas. C'est la deuxième question. La troisième question concernant précisément les chauffeurs de bus, c'est les questions de sécurité et les questions d'agression. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les chauffeurs alertent sur les questions de sécurité. Par exemple, j'ai déjà parlé de ça ici. Ce chauffeur de TCSP qui m'aborde et qui me dit ça y est, c'est mon cas dit, nous nous apprendre l'otage, etc. Les autres savent c'est la vidéo nous a protégé. Et il explique que les batteries qui sont sur les TCSP ont un défaut qui fait que les fils qui conduisent l'électricité en lithium, eh bien, la gaine est abîmée et si ça touche, c'est l'incendie. S'il y a incendie, les commandes d'ouverture de la porte ne s'ouvrent pas. Ça veut dire que tout le monde a pris le cahier. Alors, si moi, j'aime ça, et puis mon capot de SPA, mon pas capteur grec, mon nito. Donc, on ne connaît pas les conditions de vie, il y a des questions de sécurité. On se souvient pour les cas traditionnels, les problèmes de frein, les problèmes de. Bref, qui mettent en danger la vie des usagers. Quand des salariés font grève pour cette question-là, on va les accuser de prendre des gens d'otages. C'est incompréhensible. Il faut dire que si les problèmes de sécurité ne sont pas réglés, c'est les usagers qui sont en danger. Donc, c'est déjà une très belle chose que les chauffeurs ne disent pas avec Orion et qu'ils se mobilisent, qu'ils perdent des journées de salaire pour assurer la sécurité du pays. La question des agressions récurrentes. On sait que régulièrement les chauffeurs se font agresser. Si ils demandent que leur vie soit protégée, qu'il y ait des dispositions qui sont prises pour qu'on leur donne un coup de couteau dans le dos, des chauffeurs rappelaient que l'un des derniers incidents était le fait d'un multirécidiviste qui est rentré avec une arme dans le véhicule. Donc, si le chauffeur demande qu'il soit protégé, n'est-ce pas légitime? Oui, c'est légitime. Alors, à ce moment-là, se pose la question de comment défendre les intérêts légitimes des travailleurs et en même temps protéger l'intérêt du plus grand nombre. Là vient se poser la question de la communication faite par les centrales syndicales, par la préparation des mouvements, par l'information des usagers sur les véritables causes. Malheureusement, les directions de travailleurs, surtout quand il s'agit d'une grève sectorielle dans une petite entreprise, ils n'ont pas les moyens de faire ça.
Et ce que les gens entendent, c'est les micro-trottoirs qui disent à la télé, on m'a pris en otage. Hein? Donc, il faut absolument faire en sorte que les centrales syndicales soient renforcées par les adhésions des gens, de tout le monde, pour pouvoir leur donner la force de négocier et de faire pression sur les services publics pour que les conditions de travail soient garanties. Dans le cadre de cette grève-là, précisément, l'accord a été salué par les travailleurs, mais aussi par le patron de l'entreprise qui disait on a entendu ce que nous disions parce que nous avons acheté, nous avons repris des parts de marché, nous étions obligés de reprendre des salariés, mais nous n'avons pas les moyens de payer. Et nous sommes une entreprise, comment allons-nous faire? Donc, il faut à ce moment-là que les services publics qui sont assurés par ces associations, même s'ils sont privés, obtiennent des résultats venant, des soutiens nécessaires venant des collectivités globales d'organisation du transport. Alors, d'après ce qu'un responsable de la CTM a déclaré sur les ondes, je pense que c'est Jean-Claude Théogé, que des processus étaient pour harmoniser cette voie-là qui. Donc, il faut éviter de rendre le travailleur qui fait grève responsable. Ça nous détourne des véritables problèmes à régler. Alors, ça, c'est un premier point. La deuxième question que je veux dire, c'est que il ne faut pas être motivé uniquement quand on est touché dans une grève. Il faut comprendre les problèmes de l'ensemble des gens. En général, quand quelqu'un rentre dans un mouvement parce qu'il est concerné, hein, au niveau des syndicats, quand il rentre dans le mouvement, il accuse les gens de ne pas le soutenir, de ne pas comprendre, c'est tous autres qui ont fait, etc. Mais il faut bien comprendre que la personne rentre parce qu'elle est obligée, par une situation, de rentrer au mouvement. Et cette personne-là doit aussi, en même temps qu'elle compte sur le soutien des autres, comprendre que si elle ne soutient pas les autres mouvements, ben on va se déchirer, on sera toujours désunis et les véritables responsables seront en l'abri. Me revient cette anecdote personnelle où je passe à cette Paris où il y avait un mouvement de grève et je me fais agresser par une gréviste. Il me dit, ah, soi-disant révolutionnaire, nous ne répondons pas à venir assis et puis nous là, etc. Avec Hardy, etc. J'ai pris mon temps de lui expliquer, chère dame, je passe mon temps à supporter des luttes, des grèves, etc. Mais vous, là, je vous pose la question devant tous vos amis. Combien de grèves avez-vous déjà supporté dans votre vie? Je dis, votre méthode d'agresser les gens qui ne vous soutiennent pas est mauvaise parce que ça va encore repousser les gens. Vous appelez la personne, vous dites, voilà notre situation, je sais que vous êtes dans le mouvement, quel soutien pouvez-vous vous porter? Donc, ce que je veux montrer, ce n'est pas une critique de cette personne, c'est le conditionnement. Ce que je veux dire, cette réaction de n'être éveillé qu'au moment où on est personnellement touché. Donc, il faut nous dépasser pour comprendre que c'est une question d'organisation sociale. Ça a crié une chose. Mais nous, si nous voulons que l'ensemble de nos problèmes soient réglés, il faut dépasser, comprendre la situation de tout le monde et comprendre la véritable raison des problèmes. Je retourne sur la question du transport. Dans le temps, pas tenir autant d'auto. Dans le temps, pas tenir autant d'embouteillage. Nous ne pouvons pas déplacer plus facilement. Quel quartier de commune de Martinique n'était pas desservi? N'importe qui nous qui était déjà sorti Pérou, la Poirier, etc., il était arrivé au voyager. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bâchers appartenant à des Martiniquais qui avaient possibilité de recevoir, de dire, bon, mon cabinet joint cette atelier, etc., mon cabinet au marché, mon cabinet joint, etc. Il y avait ce qu'on appelait les tombés levés qui desservaient toute la Martinique. Le problème du transport ne se posait pas. C'était une réponse populaire martiniquaise. Pourquoi les tombés levés?
ont disparu. Qui a décidé qu'ils ne puissent plus fonctionner? Législation européenne en Doyo. Difficultés économiques en Doyo, parce que le prix, le racket sur les pièces, sur les de réparation s'est intensifié, parce qu'on ne pouvait plus aller acheter une pièce qu'il fallait commander, etc. Mais pire, c'est que toutes les difficultés de panne, tout ça était sur le compte personnel de la petite entreprise, du petit monsieur qui, alors il y en avait qui avaient plusieurs et qui employaient des chauffeurs. Mais ce système-là était à la charge exclusive de ces petits entrepreneurs. Or, c'était un service public qui était servi par ces gens-là. Bon, on les a mis à la retraite, certains avec de meilleures conditions que d'autres. On a fait ça et on est capable de porter réponse au problème de transport qui était réglé. Donc, je prends cet exemple-là pour montrer que la résolution ne peut venir que si les solutions viennent de notre tête et que nous ne sommes pas contraints par des lois européennes, toutes des normes européennes tout à fait inadaptées à nos réalités. Donc, ceux qui voyagent dans la Caraïbe, cette Russie, Dominique, Grenade, etc., est-ce que les gens ont plus de transport, de problèmes de déplacement que nous? Oui ou non? Ils ont moins de problèmes. Ce sont des petits pays indépendants. Mais ils décident, mais comme ça, ils ont leur législation, les types comme là, puis musique à cracher, etc., qui vont partout, à toute heure du jour et de la vie. Ils sont indépendants, ils décident de leurs moyens de transport, ils ont leur législation, leur norme, et ça réussit mieux qu'un pays dépendant d'une métropole coloniale et occidentale. Donc, cette question de réfléchir globalement aux questions et de ne pas nous déchirer, de ne pas donner rendre responsable des gens qui sont bas de l'échelle, mais qui nous obligent à réfléchir à une stratégie globale pour voir comment nous organisons notre pays, qui nous oblige à mieux communiquer pour que les gens comprennent, connaissent nos situations et qui nous oblige à plus de solidarité quand chacun se mobilise et une réflexion collective pour dire comment diminuer les sacrifices nécessaires et pour que notre lutte obtienne satisfaction. Vous imaginez bien que si la population descend en masse pour soutenir les petites entreprises de transport quand elles luttent contre les charges excessives, etc., ben, l'État et les autorités vont, et les grandes entreprises vont arriver plus vite à des négociations. Donc voilà ce que je voulais dire concernant la question des transports. Le deuxième plan international concerne la Corée du Sud. Combien d'entre vous ont entendu sur un média quelconque parler du problème des réparations qui opposent la Corée du Sud et le Japon? Est-ce que c'est une question importante, oui ou non? Vous avez donné réponse à cette question quand on aura fini de traiter ça. Mais je vous dis d'ores et déjà, c'est une question fondamentale pour l'humanité. Personne n'en a parlé, on verra. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a un litige entre la Corée du Sud et le Japon. Parce que le Japon a commis des crimes de guerre, a fait des atrocités pendant qu'il occupait l'Asie. Les armées impériales japonaises ont envahi une grande fraction de l'Asie du Sud et colonisé de 1910 à 1945. Période pendant laquelle l'armée a massacré, tué, violé, fait vraiment des pires atrocités jusqu'en 1945. Alors on parle de Pearl Harbor pour dire que c'était tragique,
Mais Pearl Harbor a été tragique, mais il y a des tragédies, j'ai dit, 1000 fois plus importantes qui sont du fait de l'armée japonaise dont on ne parle pas. Alors, jusqu'à présent, il y a des négociations entre le gouvernement de Corée du Sud et celui du Japon pour indemniser des crimes qui ont été commis, qui sont avérés, qui ont été étudiés scientifiquement et qui n'aboutissent pas. Par exemple, la Corée du Sud est parvenue à faire condamner l'entreprise Mitsubishi à indemniser des esclaves, des ouvriers esclaves qu'ils prenaient dans les autres pays, des colonies, pour faire travailler dans leurs usines. C'est ça qui a fait la richesse de Mitsubishi. Entre autres, mais toutes les entreprises, Mitsubishi refuse le pays. Les gens, les victimes manifestent jusqu'à aujourd'hui. Et ce que le gouvernement de Corée du Sud propose, c'est un plan de financement public pour indemniser les victimes. Évidemment, les victimes refusent, puisqu'elles disent, mais non, mais c'est avec l'argent de nos impôts, l'argent de notre pays qu'on va nous indemniser, c'est le Japon, c'est les entreprises japonaises qui doivent financer les réparations et non pas notre argent par la Corée du Sud. Donc, il y a ce débat-là qui se pose. Mais alors là, je vais vous donner les deux fronts principaux sur lesquels les réparations sont demandées. Premièrement, c'est les gens qui étaient contraints au travail dans les usines. Donc, ils vont en Chine, en Corée. Dans toute la zone dominée, il y a prendre jeune monde, il y a prendre tout quartier monde, et puis, de force, on les emmène dans les usines japonaises pour travailler. Dans des conditions semi-esclavagistes, non payées, non nourries, non logées, etc. Donc, ça, vérifiez. Excusez-moi le petit dérangement là. Donc, ces gens-là, ces travailleurs étaient contraints de. Et là, il y a des survivants qui disent, mais non, je dois être indemnisé par le Japon, puisqu'il y a des lois concernant réparation des crimes de guerre qui sont appliquées un peu partout. Mais l'autre volet est encore plus grave, c'est ce que ces criminels-là appellent les femmes de réconfort. L'armée japonaise de tous ces pays, Chine, Corée, etc., où ils étaient, où ils avaient mis leur domination, kidnappait les femmes, des jeunes, etc., pour les obliger à aller dans des camps au service des militaires de l'armée japonaise. C'est ce qu'ils appellent les femmes de réconfort. En fait, les victimes disent qu'il s'agit d'esclavage sexuel. Il faut dénoncer et indemniser le crime d'esclavage sexuel. Imaginez qu'il y avait dans toutes les zones colonisées 2000 centres où des milliers de femmes étaient mises à disposition des soldats. Alors, à quel moment ils ont créé les centres? C'est à un moment où les maladies vénériennes étaient répandues. Ils ont pris une première disposition, c'est d'obliger les soldats à avoir des préservatifs pour limiter les maladies. Mais ça, évidemment, ça ne suffisait pas. Ils ont décidé qu'ils font ces centres-là pour mieux contrôler. Et imaginez que les femmes, les esclaves sexuels, qui parquaient dans ces baraquements-là, n'avaient droit qu'à 2 jours de repos dans le mois qui correspondait à leur menstruation. 2 jours de repos. Tout le reste du temps, des centaines de soldats japonais exerçaient leur domination sur ces esclaves sexuels. Pour avoir une idée de ce que ça représente, des chercheurs chinois ont établi qu'elles ont été, le chiffre a été 410 000 personnes, 410 000 femmes esclaves sexuelles kidnappées de leur village, de leur pays, pour être mis dans des camps militaires, à proximité de camps militaires, au service de l'armée japonaise.
cette question-là est fondamentale, elle est toujours d'actualité. Parce qu'aucun média ne vous dira que depuis 1992, tous les mercredis, à Séoul, il y a des survivantes qui viennent protester devant l'ambassade du Japon pour exiger réparation. Est-ce que oui ou non, cette question-là ne mériterait pas d'être traitée? Depuis 1992, tous les mercredis, il y a des femmes, des victimes de cette barbarie qu'a constitué l'esclavage sexuel qui viennent demander réparation à Séoul. Vous avez déjà vu un reportage sur ça? Eh bien, alors pourquoi ne nous parle-t-on pas de ça? Rappelez-vous que le Japon est dans la coalition avec l'OTAN, avec l'Occident, les États-Unis d'Europe, pour faire la guerre pour défendre la démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme. Que le Japon vote avec tous ces autres-là jusqu'à présent pour condamner les talibans qui soumettent les femmes. Combien de pays européens, quelles déclarations ont-ils faites concernant l'obligation que le Japon devrait avoir de réparer ces crimes-là qui existent, de prendre en charge les femmes qui viennent tous les mercredis là, la cause de ces femmes, puisqu'elles sont des centaines de milliers à avoir été victimes. Alors, ils font la guerre ensemble pour dénoncer les talibans, ils font la guerre ensemble pour condamner le viol comme arme de crime de guerre. Le Japon, les États-Unis, l'Europe votent dans les instances internationales pour condamner l'usage du viol comme arme de guerre, et en Éthiopie, au Rwanda, etc. Oui, ils votent ça. Et en même temps, le Japon, qui est avec eux là, ne reconnaît pas, n'indemnise pas ce crime de masse contre l'humanité qu'il a commis. Nous parlons pendant jusqu'à la guerre de 1945. C'est hier bon matin. Vous vous souvenez de la campagne qui avait été faite comme ça dans une campagne mensongère, qu'on distribuait des camions de frappe aux soldats irakiens pour aller violer tout ce qu'ils rencontraient. Alors, c'est pour ça qu'ils ne vont pas parler de nos amis japonais qui ont pratiqué ce crime-là massivement, réellement, et qui refusent de le reconnaître. Donc, j'ai tenu à parler de cette information qui est d'actualité, dont personne ne parle, pour montrer le double jeu, l'hypocrisie de ces puissances occidentales qui prétendent défendre les droits de l'homme, etc., et qui, en plein prétexte, pour envahir et faire la guerre à d'autres pays. Voilà. Alors, là, maintenant, nous allons passer à la déconstruction, une petite respiration musicale avec notre indicatif, et nous reprenons dans une minute. Eh bien voilà, nous allons poursuivre. Alors, je vous propose qu'on réfléchisse sur cette thèse qui circule partout, que ceux qui ne se mobilisent pas sont responsables de la non-résolution des problèmes. Cette semaine-là, nous avons entendu ça partout. Oui, il y avait beaucoup de monde à la première manifestation, mais c'est assez grave. Ça seulement mon qui tenait. Et puis l'argument suprême. Tenir 10 000 personnes en carnaval, 20 000 personnes en bétail. Alors là, c'est pour aller au musée, etc. Et puis on va écouter ça, c'est mon nom. Donc finalement, dans la haine ou la dénonciation est plus grande de ceux qui ne participent pas aux manifestations, elle est plus systématique que
la dénonciation des responsables du sabotage des retraites. Quand vous entendez, la personne va vous dire une phrase, oui, retraite là pas bon, et puis elle va s'en prendre au peuple qui ne manifeste pas, qui n'est pas assez conséquent. Et c'est dessus que le débat va rester. Mais combien de ces personnes-là qui disent ça prennent le temps d'expliquer pourquoi la retraite n'est pas bonne, le sabotage des retraites n'est pas bon, la soi-disant réforme n'est pas bonne. Comment il faudrait s'organiser pour, etc., etc. Non, c'est-à-dire que, comme on l'avait dit pour l'histoire de prison d'otages, il y a un message bourgeois, un message officiel qui fait qu'on détourne l'attention, la réflexion et les propos des gens des véritables enjeux et des véritables responsables. Ça, c'est important que nous comprenions cela, parce que souvent, nous le disons dans les manifestations, quelles que soient les manifestations, que ce soit que ce soit syndical, toutes les manifestations, vous allez trouver des responsables syndicaux qui le disent au micro, des militants, des délégués, des militants politiques qui sont là dans la foule, qui vont développer cette idée. Ah, si on était plus nombreux, c'est nous n'avons pas venu pour, etc. Alors, on va voir que. Alors, on va régler ça. OK. Merci. Régler petit problème technique, la musique passe en même temps. Donc, on entend des responsables et des militants politiques dire en bas, ça, c'est mon pas venu. Quel est le résultat de cette affaire-là? C'est qu'on participe à détruire le moral des troupes. Puisque ça qui vient, ils ont fait un sacrifice. Au lieu de dire, bon, eh bien, félicitations là, il faut qu'on continue, on a du travail à faire encore, on les dissuade, ça n'a pas servi à rien puisque le monde n'a pas venu. Dans la guerre, le moral des troupes est essentiel. Donc, tous ceux, nous le répétons et nous le disons, faites passer le mot. Tous ceux qui viennent dans une manifestation, au lieu d'encourager ceux qui sont là, qui viennent leur dire, ah, mon va venir, ils luttent contre leur propre camp. Ils démoralisent les gens parce qu'ils ne font pas l'effort de comprendre pourquoi il y a si peu de gens et qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour qu'il y ait plus de gens dans la rue. Et puis ça rentre dans l'idée de l'autodénigrement nègre. Nous Martiniquais, nous pas qu'à jamais. Ah, si c'était un Guadeloupe, ah, c'est si cela. Autodénigrement et démoralisation des troupes. Si nous voulons gagner les combats que nous menons contre le pouvoir colonial, contre l'exploitation capitaliste, il faut comprendre que le moral des troupes est nécessaire, que la compréhension des situations est nécessaire, et il faut comprendre que nous devons savoir pourquoi il y a moins de gens qu'espérer dans les manifestations. Alors, l'histoire de mon Gavignon Carnaval, mon Calais Croisé, etc. Je répète cette argumentation. C'est pour cela qu'il nous faut réfléchir à tous les aspects d'une question. La connaissance de la psychologie, de la sociologie, du fonctionnement de l'être humain. Ça fait partie d'une exigence indispensable pour qu'on comprenne la question de mobilisation insuffisante et de mobilisation massive pour des événements festifs. Le cerveau humain, l'être humain, il fonctionne non pas à partir de ce que vous souhaitez qu'il fasse, mais à partir de ses conditions, de son psychisme, de son histoire. On a fait tout l'année, pigé, pas manger. C'est soit cette personne-là devient folle, soit elle se suicide, soit si elle a la chance d'avoir une formation, un bon encadrement, elle milite pour changer le monde. Mais la masse des gens qui ne sont pas dans ces trois cas de figure-là, la masse va se protéger avec le fonctionnement du cerveau, du psychisme humain. Il faut des périodes où on oublie tout ça. Il faut qu'on ait un espoir différent, pour une activité qui dise, mon pas fini, mon peut vivre.
Quand on n'a pas une formation théorique, politique, idéologique, etc., qu'est-ce qu'on va faire? On va se réfugier dans la religion. Ça veut dire qu'on a un langage qui nous dit, pigé, mais tu as une félicité dans l'avenir. Et j'entends ça quand je vais à tous les enterrements. Oui, oui, il a rené, mais maintenant il est dans la félicité. Ces gens-là, c'est le baume qui va leur permettre le reste du temps de supporter la misère, la maladie, les difficultés, les déceptions, etc. Alors, on va reprocher à ces gens-là de ne pas venir dans des manifestations. Non, ces gens-là ont une réponse, elles vont prier, c'est leur droit, c'est leur solution. On ne peut pas se permettre de critiquer ces gens-là. C'est la réaction qu'ils ont pour survivre dans ce monde. Alors, il y en a qui ne vont pas dans la religion, mais il y en a qui vont dans les addictions. Ça peut être des addictions, toxicomanie, drogue, etc., alcool. Donc, ces gens-là, qui sont très nombreux, qui boivent de l'alcool, qui fument la marijuana, qui fument le crack, etc., ils sont très nombreux. Leur esprit ne fonctionne plus normalement. Ils sont addicts. Et ils rentrent dans un cycle d'autodestruction. C'est eux qui viennent en manifestation. C'est eux qui protestent contre ça, pour la retraite. Est-ce que nous avons le droit de critiquer ces gens-là quand ils ne viennent pas en manifestation? Ils ne sont pas maîtres de leur esprit à ce moment-là. Ils sont entrés dans un cycle d'autodestruction. Au lieu de dire, etc., réfléchissons comment faire en sorte que ces gens-là ne tombent pas dans un cycle d'addiction, que nous leur offrions des perspectives de résistance humaine et que nous fassions en sorte que petit à petit, ils s'engagent. Et puis, il y a encore une frange qui ne tombe pas dans les addictions de l'alcool, etc., mais qui se font, qui oublient leur âme dans des manifestations culturelles, dans des balles, dans les... La personne qui va en croisière, il y a pas l'argent d'allocation familiale, cette personne-là va se suicider si son esprit, son inconscient ne lui donne pas une porte à sortie qui est vie de temps en temps comme une reine ou comme un roi. Là, on va te servir. Là, tu vas connaître le goût de... Même s'il est fugace, mais ça va lui donner la possibilité de respirer. Les gens ils vont crier dans le vidéo, dans les cantiques, etc. C'est scientifiquement expliqué que c'est une autoprotection et ils vont évacuer la douleur, la misère, etc. Nous avons critiqué ces montagnes-là, nous devons dire comment faire en sorte que dans le courant de leur vie, nous leur donnions la possibilité de voir une autre solution. Donc, si nous n'avons pas fait ça, là, nous n'avons pas le droit de critiquer ceux qui ne viennent pas à la manifestation. Et puis, il y a encore une dernière catégorie de gens qui ne viennent pas en mobilisation. Ce sont des syndicalistes, ce sont des gens patriotes, ce sont des anticolonialistes, tout ce qu'on veut, des militants, oui, mais qui ont fait l'expérience pendant des dizaines d'années et qui ont le sentiment que ça ne porte rien, que on a manifesté, on est resté ça et puis ça n'a rien changé. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de penser, même s'il se trompe, je dis bien, même s'il se trompe, que ça ne sert à rien. Notre travail, c'est de montrer en quoi une manifestation peut être utile, comment la préparer pour qu'elle serve à quelque chose, comment l'intégrer pour
d'autres actions pour qu'il y ait un résultat, ça veut dire que les gens ne viennent pas là avec des illusions subies. Il faut que dans le cœur des manifestations, on retrouve de plus en plus de gens qui savent pourquoi je vais dans la manifestation. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais il faut que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Et donc, avant de faire le possible, je pense qu'il nous fait faire un appel à chacun pour qu'il se remette en cause. Tous ceux qui tiennent ce genre de langage démobilisateur, tous ceux qui croient que parce qu'ils sont militants politiques, syndicalistes, ce qu'ils pensent doit être obligatoirement compris et appliqué par tous ceux qui entourent eux, remettons-nous en cause. Je pense à cette vidéo qui a circulé où une jeune fille insulte le peuple martiniquais. Etc. Je demande aux gens qui ont le contact de l'émettrice, celle qui a émis cette vidéo, de l'écrire. À dans combien de combats où j'ai participé en la vie? À dans combien de manifestations où j'ai allé en la vie? Depuis qu'ils sont politiques, depuis qu'ils sont au ça m'a pour faire pas. C'est pas pour la diminuer, mais pour qu'elle prenne mon sens. Pour dire, mais mon cas fait gauche comme ça, mon cas cité. Mais est-ce que mon cas dégoûter le monde? Est-ce que mon cas dénigrer tête moi? Est-ce qu'on doit faire ça d'après pas pour moi? Tous les gens qui disent, si vous pas indépendantiste, sorti de là, vous ne pas comprendre rien. Depuis qu'ils sont indépendantistes. Depuis combien d'années on est indépendantiste? Ça, vous avez fait pour l'indépendance pays. Depuis, ça, vous avez fait dans le pays. Ceux qui disent, un peuple n'est pas solidaire, quels sont vos liens avec les gens de votre quartier? Quelle solidarité développez-vous dans votre famille, dans votre foyer? Il faut qu'on se remette en cause bajolais. Je suis désolé de dire, ce sont des bajolais qui prennent des prétextes pour continuer à dénigrer le peuple martiniquais et pour justifier qu'ils ne vont pas s'engager politiquement. Commençons par nous remettre en cause pour dire, mais quel parcours j'ai suivi pour arriver à être conscient? Qu'est-ce que je dois faire pour contribuer à la transmission et faire en sorte que les autres continuent à rejoindre le combat? Il y a des gens qui prennent des prétextes. C'est toujours les autres qui ont tort, toujours le peuple qui a tort, mais qui ne voient pas qu'il y a une nécessité de changer nos propres attitudes, nos propres comportements personnels avant de demander au peuple de changer le sien. Et une fois qu'on a dit ça, on dit, bon, le combat que nous avons à mener, quel est-il? C'est un combat contre une domination coloniale. C'est un combat contre une domination d'une caste qui empêche au peuple martiniquais d'avoir les possibilités de s'épanouir. C'est une caste suprémaciste. Et pour cela, il faut que nous renversions le rapport de force. Que les Martiniquais suffisent vraiment pour pouvoir mener des actions qui bouleversent le système. Il faut de l'unité, oui, mais il faut de l'unité qui s'appuie sur une compréhension. Et pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'on soit formé, qu'on s'inquiète des conditions de vie des autres, des uns et des autres. Il faut qu'au-delà de cette formation, on s'organise pour avoir une stratégie globale, pour qu'un mouvement politique honnête, populaire, sérieux, développe les synergies, les convergences entre les différentes forces qui favorisent l'unité entre les syndicats qui se bagarrent pour des choses secondaires, pour leur dire voilà ce que nous pourrions faire ensemble. Qu'en pensez-vous? Il faut qu'un mouvement politique populaire, sérieux, développe avec bienveillance une communication et une formation, un apport d'information permettant aux Martiniquais qui, dans le fond, ont tous les mêmes intérêts et les mêmes objectifs,
qui se rencontrent. Et un mouvement populaire, enfin, qui construise une stratégie globale. Nous n'avons pas pouvoir battre le pouvoir colonial français et la caste suprémaciste si nous ne faisons pas un travail international pour qu'on connaisse la réalité de notre pays. Si nous ne développons pas des liens avec les autres mouvements révolutionnaires de tous les continents, pas du sortir de l'histoire, c'est blanc qui va bon, et c'est pas qui. Non. Développer l'unité des forces et mouvements révolutionnaires de tous les continents, de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, les liaisons intersyndicales mondiales, etc. Et que donc l'international connaisse notre cause, la supporte, et que nous établissions des passerelles pour mutualiser nos efforts de lutte. Donc, nous avons besoin de ça dans la stratégie globale. Nous avons besoin d'une stratégie qui fait que pour préparer l'affrontement, il faut se donner des moyens logistiques en amont. La question de la nourriture, de l'autosuffisance alimentaire, c'est pas manger un jardin parce que moi, c'est mon café jardin, c'est pas à moi à donner construction pays. Mais pour m'en dériver, il me faut établir des synergies pour que le mouvement pour la renaissance de l'autosuffisance alimentaire, parce que dans le passé, elle a existé, même si elle a été détruite par la guerre ouverte. Donc, j'intègre mon action pour préparer l'économie, en synergie avec tout ce qui se fait de positif. Une stratégie globale, c'est une stratégie qui pense réellement l'unité au sein du peuple martiniquais. Qui ne disent pas tout élit, c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'irresponsabilité. C'est un mépris de ce que l'être humain, parce qu'il y a parmi les élus, les conseillers municipaux, et même certains qui se font, il y en a qui sont des suppôts du colonialisme, il y en a qui sont des opportunistes, des électoralistes, mais il y en a qui aiment leur pays. Et on a besoin d'eux comme relais, même si la voie électorale est loin d'être la principale de ce combat, on en a besoin. C'est ça une stratégie globale. Et ça s'est fait dans tous les mouvements révolutionnaires du monde. Et ceux qui disent, coupons tous ceux qui sont élus, tous ceux qui parlent à des élus, sont des gens qui ne veulent pas le changement. Radicalisme du verbe, mais pratique, il est sectaire. J'insiste pour dire que ce n'est pas la voie principale. Mais c'est l'un des points qu'il faut traiter de façon responsable, en neutralisant ceux qui doivent être neutralisés, en collaborant avec ceux qu'on peut collaborer et en dénonçant ceux qui font des promesses illusoires. Ça fait partie de la stratégie globale. Ce qui fait partie de la stratégie globale encore, c'est l'importance que, avec bienveillance, on a dit le mot tout à l'heure, on comprenne que on ne peut pas exclure de la lutte tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son seul point de vue. On sait très bien qu'on ne sera jamais assez fort pour lutter contre le colonialisme français et la caste. Quand on est une cinquantaine, il faut qu'on se pose des questions. Si nous luttons depuis 50 ans avec le même langage, il faut on parlait tout à l'heure de se remettre en cause. Il faut qu'on regarde dans le rétroviseur et puis qu'on dise en quoi nous avons progressé dans l'indépendance nationale. Combien de bataillons avons-nous formés dans l'unité pour affronter l'ennemi? Et si on n'est pas arrivé à faire ça, est-ce que ce n'est pas nous qui avons des limites dans notre stratégie? Est-ce que nous avons tort ou raison de nous couper de ceux qui font des apports indéniables que nous ne faisons pas? Tout cela fait partie d'une stratégie. Mais, à bien dire, si on aime vraiment son pays, si on veut sincèrement le
transformer en prenant un pouvoir assis sur l'unité du peuple martiniquais, on est capable de tout. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'au fond de soi, on n'est pas d'accord pour que le pays change réellement. Alors, c'est ce que je voulais dire concernant le regard qu'on a sur la non-mobilisation, et j'espère vraiment que, vu la cuité des contradictions, le gouvernement français va écraser pour ne pas perdre ces dernières colonies. Si nous sommes conscients de cette gravité-là, nous devons comprendre que nous avons un devoir de construire l'unité réelle. Pas de compromis avec des gens farfelus qui étaient fait sur mais entre les gens qui veulent vraiment travailler, qui se respectent. Si nous ne comprenons pas qu'il nous faut construire ça, aujourd'hui, voilà. On le fera. Ceux qui veulent le faire le feront, et ceux qui auront essayé de freiner, de mettre des bâtons dans les roues, ils sauront tirer les conclusions plus tard. Voilà, merci de votre attention. Dans quelques instants, nous allons entendre des informations concernant le pays données par Thierry Joseph. Voilà. On essaie de... OK. À dimanche prochain.